Bonjour à tous, merci de m'avoir, invitée. Alors, hop, donc, je vais vous parler de diagnostic d'aplasie médulaire, idiopathique et d'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, je propose qu'on fasse les questions à la fin. Vous n'hésitez pas à les envoyer dans le chat et comme ça on regardera au fur et à mesure. Alors, tac. Donc, le diagnostic d'aplasie médulaire est le plus souvent réalisé chez quelqu'un qui présente des symptômes en rapport avec la baisse des différentes lignées du sang, donc fatigue qui peut être liée soit à l'anémie, donc baisse de l'hémoglobine, ou même à la baisse des globules blancs, puisque le fait d'avoir des neutrophiles très bas, c'est quelque chose qui fatigue, ou à d'autres symptômes de type fièvre, infection qui persiste malgré un traitement par antibiotiques ou un syndrome hémorragique, donc des saignements, soit des saignements de nez, des hématomes faciles ou ce qu'on appelle des pétéchies, c'est-à-dire des petits points rouges qui prédominent au niveau des jambes ou sur les zones de pression. Et puis, dans un certain nombre de cas, pas négligeables, ce diagnostic est fait sur un bilan biologique systématique, le plus souvent des aplasies modérées, mais parfois également des aplasies sévères. Donc, si classiquement, on fait le diagnostic d'une aplasie médulaire devant une baisse des 3 lignées du sang, ce qu'on appelle une pancytopénie, baisse à la fois du taux d'hémoglobine qui est responsable d'une anémie, avec le plus souvent ce qu'on appelle les réticulocytes, qui sont les petits globules rouges qui viennent de sortir de la moelle et qu'on est capable d'identifier, qui sont très bas du fait de la baisse de production, puisque dans l'immense majorité des cas, c'est une anémie qui est arégénérative, il y a un défaut de production par la moelle. Une neutropénie qui est une baisse des polynucléaires neutrophiles qui sont là pour nous protéger contre les bactéries et les champignons, et une thrombopénie qui est une baisse des plaquettes. Donc le plus souvent, c'est 3 lignées du sang qui sont les seules auxquelles on s'intéresse, hein. Quand on parle de pancytopénie, on regarde aucune autre des lignées sur la prise de sang, uniquement hémoglobine, neutrophile et plaquettes. Mais parfois, ça peut être une seule, le plus souvent les plaquettes qui diminuent en premier, 2 ou 2 et pas les 3 lignées. Donc on n'a pas forcément une pancytopénie, mais on peut avoir une mono ou une bicytopénie au moment du diagnostic. Donc dans la majorité des cas, quand il y a 1 ou 2 lignées, ça va évoluer vers une pancytopénie, mais parfois, on a, une lignée qui ne bouge pas, en particulier les neutrophiles qui peuvent rester tout à fait normaux, chez un certain nombre de patients. Et cette évolution, elle peut se faire en quelques jours quand l'aplasie est en train de se constituer dans les formes rapidement évolutives sévères. Et parfois, elle peut se faire sur des mois, voire des années, avec des fluctuations. Et on sait que ces mois, elles sont particulièrement sensibles aux événements intercurrents, en particulier les événements viraux. Et donc, c'est pour ça que parfois, on fait le diagnostic à un moment où ça s'aggrave. Et puis, au décours d'un épisode infectieux, les choses peuvent redevenir modérées et on peut ne pas avoir besoin d'instaurer un traitement parce qu'on a une évolution qui est spontanément favorable. C'est aussi, on en reparlera cet après-midi, ce qu'on peut parfois voir au cours de la grossesse. Donc, la prise en charge diagnostique des aplasies médulaires peut nécessiter une urgence. C'est le cas quand on a une forme sévère ou très sévère. On reviendra sur les différences entre ces deux formes, parce qu'il y a une mise en jeu du pronostic vital à cause du risque infectieux et hémorragique. Mais si on n'a pas une forme sévère, si on a une forme modérée, il n'y a pas d'urgence et pas forcément d'obligation d'hospitalisation. Les étapes diagnostiques peuvent tout à fait se faire en consultation et en hôpital de jour. Mais dans tous les cas, il est impératif que ces patients soient vus dans des services d'hématologie parce que c'est une prise en charge qui est très particulière avec des réflexes qu'il faut avoir à la fois en termes de diagnostic et de prise en charge thérapeutique. Il faut que les examens soient faits dans des centres de référence au sens des centres universitaires ou CHR pour avoir des examens qui sont analysés. On ne peut pas se baser uniquement sur des examens faits en ville. En particulier, il faut qu'il y ait une étude attentive du frottis sanguin pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies autres qui doivent faire évoquer un autre diagnostic. Il faut avoir un myélogramme, donc qui est une ponction de moelle, ce qui se fait le plus souvent au niveau sternal chez l'adulte et au niveau du bassin chez l'enfant, avec une étude à la fois de la morphologie des cellules, donc on les regarde au microscope pour vérifier qu'elles ont une morphologie normale, et parfois
Euh, et parfois, il y a une petite discordance entre la biopsie qui est pauvre et le myélogramme, on verra, qui est riche, mais ça ne doit pas faire éliminer le diagnostic d'aplasie. On peut avoir encore une moelle riche, normalement, notamment au tout début de la maladie, mais s'il n'y a rien qui explique la baisse des 3 lignées dans le sang, on va pousser des examens et ça conduira au diagnostic d'aplasie médulaire. Donc, avec l'étude de la morphologie des cellules, on va toujours faire une étude du caryotype, qui sont les chromosomes des cellules de la moelle, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies qui doivent faire évoquer un autre diagnostic, et en particulier certaines maladies du sang malignes, tumorales, comme les syndromes myélodysplasiques ou les leucémies. Donc, quand le myélogramme montre une moelle pauvre sans autres anomalies, ou une moelle de richesse moyenne qui n'explique pas forcément la baisse des lignées du sang, on va compléter par une biopsie ostéomédulaire, donc qui consiste à prendre un petit morceau d'os au niveau du bassin pour évaluer la richesse de la moelle. Quand on aspire la moelle au myélogramme, on voit que ce qu'on aspire. Quand on fait une biopsie, on voit tout ce qui se passe dans la moelle et on peut évaluer la richesse, c'est-à-dire la proportion de cellules hématopoïétiques. La moelle, elle est de richesse diminuée par rapport à l'âge, puisque un adulte et un enfant n'ont pas une richesse normale équivalente, et ça permet de confirmer qu'il n'y a pas de cellules anormales. Donc ça, c'est un exemple. C'est des diapos qui nous avaient été passés par une collègue qui est anatomopathologiste et qui montre bien cette différence de richesse. Vous voyez que à 5 ans, on a une moelle très riche, c'est normal. À 75 ans, on a une moelle de richesse beaucoup moins importante, c'est là aussi normal. Et à 50 ans, la richesse est un peu intermédiaire. Donc forcément, si vous avez 50 ans et que vous avez la moelle d'en bas, c'est pas normal, c'est trop riche. Alors que si vous avez 5 ans et que vous avez la moelle de quelqu'un de 50 ans, c'est là aussi pas normal. Donc ça dépend vraiment de l'âge. Et puis sur le côté, là, vous voyez typiquement une biopsie de moelle de richesse très diminuée, qui est celle d'une aplasie médulaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir évaluer cette richesse, parce que c'est ça qui fait le diagnostic d'aplasie médulaire. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a confirmé par une biopsie de moelle, un caryotype et un myélogramme le diagnostic d'aplasie médulaire, on va classer la sévérité de cette aplasie. C'est important, c'est quelque chose qui peut être évolutif. On peut avoir une aplasie modérée à un moment et elle peut devenir sévère ou très sévère. Et on utilise pour ça un score qui s'appelle le score de Kamita, qui est basé sur le chiffre de polynucléaires neutrophiles, de plaquettes, et sur le chiffre de réticulocytes. Donc, je vous ai mis les valeurs en normes internationales, parce que les normes internationales, c'est 0,5 giga par litre pour les neutrophiles, 20 giga par litre pour les plaquettes et 60 giga par litre pour les réticulocytes. Mais parfois, dans les labos, c'est encore exprimé en millimètres cubes. Dans ce cas-là, c'est 500 par millimètre cube, 20 000 et 60 000. Parfois, ça peut perturber un petit peu. Mais voilà, si on a des valeurs sur sa prise de sang qui sont en dessous ou au niveau de ces chiffres seuils, eh ben, on a une aplasie sévère. Si c'est au-dessus, on a une aplasie modérée. On parle d'aplasie très sévère parce que quand les polynucléaires sont inférieurs à 0,2 giga par litre ou 200 par millimètre cube, parce que c'est un critère de gravité en termes de risque infectieux, puisque ces patients ont un risque d'infection qui est beaucoup, beaucoup plus important que les autres. Si le patient a une aplasie modérée, mais qu'il a besoin d'être transfusé, il va avoir la même indication thérapeutique qu'un patient qui a une aplasie sévère ou très sévère. Et quelle que soit la sévérité, à partir du moment où on a une indication de traitement, il n'y a pas de différence de prise en charge thérapeutique. On va voir quels sont les éléments qui vont orienter vers un traitement ou un autre. Mais voilà, une fois qu'on a une indication de traitement, on doit être traité de la même façon, quelle que soit la sévérité. Quand les patients ont des aplasies modérées, c'est important de ne pas les mettre de côté les étapes entre guillemets d'exploration diagnostique, parce qu'il faut commencer tout de suite à anticiper ce qu'on fera si jamais l'aplasie s'aggrave. C'est important s'il y a des évolutions, de ne pas perdre du temps au moment où le patient va avoir besoin d'un traitement. Et en particulier, s'il peut y avoir une indication de greffe de moelle avec un donneur de la famille, il faut impérativement que dès le diagnostic d'aplasie médulaire modérée, on type
les membres de la fratrie. Alors là, ce n'est pas une urgence, ça peut être fait en 2-3 mois, mais c'est important de le faire pour avoir cette information si jamais il y a besoin d'un traitement dans l'avenir, et au moment où on a besoin de traiter, on sait ce qu'on doit faire. Ensuite, il y a une étape qui est une étape de diagnostic étiologique qui est extrêmement importante parce qu'elle va là aussi guider la prise en charge thérapeutique. Alors, il faut savoir que l'immense majorité des aplasies médulaires sont des aplasies médulaires immunologiques. C'est plus de 80% des cas, et chez l'adulte, c'est la très grande majorité. En fait, on classe les aplasies médulaires en 2 grands groupes. Les aplasies médulaires qu'on dit acquises, qui dans 98% des cas sont des aplasies médulaires immunologiques, quelle que soit la sous-catégorie, on va revenir rapidement dessus, mais les aplasies médulaires toxiques, qui sont en général liées à des doses inadéquates de radiothérapie ou de chimiothérapie, sont heureusement exceptionnelles, et les aplasies médulaires qu'on dit idiosyncrasiques, qui sont en fait immunoallergiques après des médicaments, sont elles aussi exceptionnelles. À Saint-Louis, en plus de 10 ans, j'en ai vu 2, pour vous dire. Donc, c'est vraiment des formes très rares, et l'immense majorité des patients qui ont des aplasies médulaires acquises vont avoir des aplasies médulaires immunologiques. Ces aplasies médulaires immunologiques qui témoignent toutes du même processus, c'est-à-dire une maladie auto-immune, dysimmunitaire, on va les classer soit en idiopathique quand il n'y a aucun autre marqueur associé, soit en aplasie post-hépatitique quand on a une séquence très particulière qui s'appelle séquence hépatite-aplasie. Donc, c'est des patients qui font d'abord une hépatite d'allure auto-immune. En général, à ce moment-là, ils ont une numération qui est normale ou pratiquement normale. Et dans les semaines ou les mois qui vont suivre, ils vont développer une aplasie médulaire. Donc, on sait qu'elle est acquise, puisqu'ils avaient une numération normale juste avant. Et on voit les choses s'installer. C'est une séquence qui est assez classique, même si on n'a pas d'explication à l'heure actuelle, de savoir si c'est un virus, un antigène qui déclenche d'abord l'hépatite puis l'aplasie. Les patients qui ont un HPN associé, quelle que soit la taille du clone, on sait que c'est immunologique, donc on dit aplasie HPN. Et puis les formes de la grossesse qui sont relativement très rares également, dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, à l'opposé de ça, on va avoir des aplasies médulaires qui sont génétiques, donc qui ne sont pas immunologiques, qui sont liées à un déficit génétique, donc qui fait que la cellule souche hématopoïétique est malade, et progressivement, ces cellules souches vont s'épuiser et être responsables d'une diminution de la production de toutes les lignées. C'est ce qu'on voit dans la maladie de Fanconi, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle actuellement les téloméropathies, qu'on appelait avant les dyskératoses, ou dans des maladies plus rares comme les amégakaryocytoses, un certain nombre de syndromes qui ont été décrits au cours des dernières années. Il faut savoir que ces formes représentent beaucoup moins sont vraiment beaucoup moins fréquentes, moins de 20% des cas, largement moins, et c'est surtout forcément chez les enfants, même s'il arrive de faire des diagnostics à l'âge adulte. Il est très important de faire un diagnostic étiologique parce que le traitement n'est pas le même. Forcément, dans toutes les aplasies médulaires immunologiques, on va pouvoir être amené à proposer un traitement qui est un traitement immunosuppresseur, que ce soit du sérum anti-lymphocytaire avec de la cyclosporine, mais chez les patients qui ont une aplasie médulaire génétique, ces traitements sont inutiles. Ils vont même aggraver le déficit immunitaire et ils ne permettront pas une correction des cytopénies. Donc, c'est très important de faire le diagnostic pour pouvoir orienter la prise en charge thérapeutique. Et donc, un certain nombre d'examens vont être nécessaires, en particulier chez les enfants, pour exclure ces causes génétiques. Donc, le diagnostic qui va être plus ou moins orienté vers acquis ou génétique en fonction d'un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on a une forte probabilité d'avoir une forme immunologique. Le fait d'avoir une numération récente, normale, inférieure à 1 an, inférieure à 2 ans, parfois quelques mois avant, qui est complètement normale, ça oriente de façon très forte vers une forme acquise. Le fait qu'on ait vu au début une forme modérée qui devient très rapidement une forme sévère, c'est aussi un argument pour une forme acquise. Et le fait, je vais parler des aplasies post-hépatitiques, on voit les choses s'installer. Et puis le fait d'avoir un clone HPN supérieur à 1% est aussi un argument extrêmement fort pour une forme acquise. À l'inverse, quand on est jeune, inférieur à 10 ans, quand on n'a pas d'énumération antérieure anormale, s'il y a des antécédents familiaux de cytopénie, des histoires de consanguinité, des anomalies morphologiques, ça va nous orienter vers une forme génétique. Les aplasies modérées au diagnostic qui sont
il y a plus d'aplasie génétique dans les formes modérées que dans les formes sévères et très sévères, et puis un certain nombre d'éléments biologiques qu'on va faire dans un certain nombre de cas de façon systématique, le dosage de l'hémoglobine fœtale et de l'alpha-fétoprotéine qu'on fait de façon systématique, et dans un certain nombre de cas qu'on va faire en fonction du contexte, en particulier des études plus complexes comme évaluer la longueur des télomères ou de faire un test de cassure chromosomique pour des diagnostics de maladies de Fanconi. Donc, très important de retrouver tous ces éléments à la fois cliniques et biologiques au moment du diagnostic pour orienter vers une forme génétique où il y a un certain nombre de conséquences, puisque je l'ai déjà dit, pas de traitement immunosuppresseur si on a une forme génétique, le dépistage d'un certain nombre de pathologies qui peuvent être associées, liées à la même anomalie génétique, mais ne pas concerner la moelle, donc soit des malformations, soit des atteintes d'autres organes. Et puis, si une greffe est indiquée, cette greffe, elle va, dans un certain nombre de cas, nécessiter d'une part d'adapter la prise en charge, le conditionnement pour préparer à la greffe, et puis de s'assurer que le donneur, si c'est un donneur de la famille, n'est pas lui aussi porteur de la même anomalie, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des révélations à des âges différents. Voilà. Et puis, le suivi hématologique et extra-hémato va être complètement différent s'il y a une greffe ou même s'il n'y a pas de greffe. Il y a parfois des alternatives thérapeutiques dans certains syndromes, les androgènes qui peuvent être utilisés en première intention, en particulier dans les téloméropathies ou d'autres. Voilà. Et puis, très important, de dépister les apparentés, les frères et sœurs, les cousins, pour pouvoir faire des diagnostics plus précoces et ne pas reperdre tout le temps à faire le diagnostic dans une même famille pour plusieurs personnes différentes. Dans les formes acquises, c'est important d'orienter très tôt. Si on a des arguments très forts pour une forme acquise, on ne va pas faire toute une batterie d'examens qui vont faire perdre du temps. Et on sait que si on a une aplasie sévère ou une aplasie très sévère, il y a un impact important du délai du traitement entre le diagnostic et le traitement, que ce soit le sérum antilymphocytaire ou une greffe. Donc, il faut vraiment cibler ces examens. On ne va pas faire tous les examens à tout le monde. On cible sur les personnes chez qui c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que dans le cadre du dernier PNDS, on a fait un algorithme destiné aux médecins pour justement orienter en fonction de tous ces critères cliniques, biologiques et en particulier de l'âge pour savoir qui doit avoir ces examens qui parfois peuvent prendre du temps puisque quand on fait une étude génétique sur les fibroblastes, on s'intéresse surtout aux fibroblastes parce qu'on sait qu'il y a certaines anomalies qui peuvent apparaître dans le sang ou disparaître puisque le sang est l'organe malade. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire sur les fibroblastes, mais ça prend du temps puisque ces cellules qu'on isole à partir d'une petite biopsie de peau, elles mettent plus de 6 semaines à pousser et ensuite, il faut au moins minimum 4 semaines pour avoir les résultats des analyses. Donc, au total, vous voyez, 10 semaines, 2 mois et demi, quand on sait qu'il y a un impact pronostic du délai dans les formes sévères entre le diagnostic et le début du traitement, ça n'est justifié que si on a de forts arguments pour une forme constitutionnelle. J'ai rajouté une chose dont vous allez peut-être entendre parler, c'est que dans un certain nombre de cas, les examens de diagnostic courant, même génétiques, auxquels on a accès actuellement, ne permettent pas de faire un diagnostic étiologique, mais si on a une très forte suspicion de forme constitutionnelle, on a à l'heure actuelle accès à un outil qui a été développé au niveau national pour faire des études du génome chez les patients et leurs apparentés, parce qu'on a besoin de comparer les ADN quand on cherche quelque chose qu'on ne connaît pas et qui permet éventuellement d'aller un petit peu plus loin quand on a des doutes diagnostiques sur une forme constitutionnelle. Voilà, donc quels examens réaliser pour le diagnostic étiologique d'une aplasie médulaire? Sur le sang, on va faire un certain nombre d'examens, le dosage d'alpha-fétoprotéine, le dosage de l'hémoglobine fœtale, la recherche d'un clonage PN, le test de cassure chromosomique qui permet de rechercher cette fragilité qui caractérise la maladie de Fanconi, la longueur des télomères, et puis on peut faire ces études génétiques sur le sang, mais on sait qu'il y a un risque de passer à côté de certains diagnostics, et c'est pour ça qu'on complète, quand on a une forte suspicion de forme constitutionnelle, par une étude sur les fibroblastes, donc des cellules qui ne sont pas des cellules du sang, pour conforter un diagnostic. Donc, ça, c'était pour le diagnostic d'aplasie médulaire. Le diagnostic d'HPN, je vais revenir dessus, c'est quelque chose qui se fait exclusivement sur le sang, puisque même au niveau de la moelle, on sait que c'est un examen qui est beaucoup moins sensible qu'au niveau du sang.
Donc, l'HPN, alors l'HPN, c'est une maladie un peu compliquée à comprendre et c'est normal parce que c'est une maladie acquise, donc qui n'est pas génétique, qui n'est pas transmissible, des cellules souches hématopoïétiques qui se caractérisent par la perte d'un certain nombre d'expressions autour des cellules, d'un certain nombre de protéines autour des cellules du sang. Ça concerne toutes les cellules du sang, mais ça se visualise en pratique en termes de maladie, c'est surtout l'atteinte des globules rouges qui va être symptomatique. Les autres lignées du sang, ça ne se voit pas, entre guillemets, même si elles ont les mêmes pertes de protéines. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au sein d'une cellule souche, on va avoir une mutation qui va apparaître, elle est acquise, elle est que dans cette cellule souche, que vont porter toutes les cellules, globules blancs, lymphocytes, polynucléaires, plaquettes, globules rouges, toutes les cellules qui dérivent de cette cellule souche. Et elle va donc gêner la synthèse d'une petite structure qui sert à ancrer les protéines à la surface des cellules. Donc, comme on n'a plus la structure, toutes les protéines qui normalement sont ancrées par cette structure vont ne plus être exprimées ou avoir une expression très réduite. Donc, c'est pour ça on dit que c'est clonal parce que ça vient d'une cellule souche et que toutes les cellules qui en dérivent sont un clone issu de cette cellule souche. Mais ce n'est pas une maladie génétique, ça n'est pas transmissible et c'est très important de le comprendre. Cette cellule souche, si cette mutation dans une cellule souche, si elle survient chez un individu qui n'a pas d'autres pathologies, qui n'a pas d'aplasie médulaire immunologique sous-jacente, elle va disparaître et ne pas faire parler d'elle. Mais dans le contexte de la maladie immunologique, elle est probablement, d'une certaine façon, protégée de l'attaque immunologique des cellules souches, des autres cellules souches, et donc elle va s'expandre et aboutir à la formation de ce clone HPN. Et tous les globules rouges qui vont en descendre de cette cellule souche, entre guillemets, vont avoir cette fragilité au complément, puisqu'ils n'ont plus les protéines qui les protègent naturellement contre le complément. Et donc, ces cellules, elles vont être attaquées par ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire et les globules rouges vont exploser dans le sang. Et donc, ça donne une hémolyse, ce qui est la destruction des cellules souches dans le sang. Donc, c'est pour ça qu'on dit intravasculaire. Et même si on parle de paroxystique, parce que de temps en temps, il y a des poussées d'hémolyse plus importantes, c'est en fait quelque chose qui se passe en permanence, qui est chronique. Il faut savoir que le complément, c'est des protéines qui sont produites en réponse notamment aux stimulations infectieuses. Donc, dès qu'il y a une stimulation infectieuse, notre organisme va produire beaucoup de compléments et donc et ça va induire une grosse hémolyse. Donc, c'est pour ça qu'il y a des poussées d'hémolyse sur un fond d'hémolyse chronique. Voilà. Et puis, cette hémolyse chronique, pour des raisons qui sont assez complexes, elle va favoriser la survenue de caillots. Et on sait que les caillots dans l'HPN, c'est tout ce qui fait la gravité de la maladie. Et de la même façon que l'hémolyse est accentuée par l'inflammation parce que ça augmente la synthèse du complément, ben, quand il y a une inflammation, c'est pareil, ça va augmenter la synthèse du complément et ça va encore plus favoriser la survenue de caillots. C'est pour ça que souvent, dans des contextes, quand il y a une grippe, on a une grosse poussée d'hémolyse et on sait qu'à ce moment-là, il y a un risque de thrombose plus important. Donc, au diagnostic, quelles sont les caractéristiques des patients? On voit que les patients qui ont une HPN, le plus souvent, c'est des patients jeunes. La moyenne d'âge, c'est 35 ans au moment du diagnostic. Donc, en général, c'est de jeunes adultes. Il y a une toute petite surreprésentation des femmes, 55% pour 45% d'hommes, ce qu'on retrouve dans pas mal d'études. Donc, c'est quelque chose probablement assez constant. Et on voit qu'il y a déjà 25% de ces patients qui avaient eu une aplasie médulaire avant d'avoir un diagnostic d'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc déjà, un quart des patients qui en fait avaient déjà une maladie étaient probablement suivis pour cette maladie. On sait que les autres symptômes qui conduisent au diagnostic, c'est souvent une anémie, à peu près un quart des cas, ou une bicytopénie, donc, et puis qu'il y a d'autres symptômes plus cliniques, notamment des douleurs abdominales chez près de 20% des patients, un peu moins de 10% des patients qui auront fait une thrombose, et puis aussi des infections qui sont probablement révélatrices aussi parce qu'elles, même si elles ne sont pas des infections sévères, mais elles favorisent la survenue de poussées d'hémolyse, donc elles contribuent, entre guillemets, au diagnostic. Chez qui on doit rechercher un clone HPN? Alors, on reverra un peu les situations où on le fait de façon systématique, mais quand on regarde cette étude qui était assez intéressante, finalement, les patients
dans l'immense majorité des cas, les patients chez qui on fait un diagnostic de HPN, c'est des patients qui avaient une anémie hémolytique et ou une thrombose, ou alors un suivi systématique d'aplasie médulaire. Mais si on fait des recherches, là, ils avaient fait des recherches un peu systématiques, si on fait des recherches systématiques, les patients qui n'ont pas une anémie hémolytique, qui n'ont pas une thrombose avec d'autres anomalies de l'hémogramme ou qui n'ont pas d'aplasie médulaire, c'est un fifrelin. Donc, ça ne sert à rien de faire des clones HPN à tout le monde, on ne fera pas plus de diagnostics. Par contre, ce qu'il faut, c'est que dans les situations où c'est évocateur parce qu'il y a une hémolyse, qu'on n'explique pas par des diagnostics plus fréquents, parce qu'il y a des cytopénies associées à une thrombose, parce qu'il y a une histoire d'aplasie médulaire sous-jacente, dans ces cas-là, il faut le faire parce que ça permet de conduire à un diagnostic rapide. Donc, on recherche l'HPN chez les patients qui ont une anémie hémolytique intravasculaire non immune, parce qu'il y a une forme d'anémie hémolytique immunologique qui est beaucoup plus fréquente et qu'il faut diagnostiquer avant, qui est une urgence thérapeutique aussi. Et puis, on sait que cette anémie hémolytique intravasculaire, souvent, elle s'associe à d'autres choses qui vont encore plus évoquer le diagnostic. Une carence en fer, pourquoi? Parce qu'il y a une hémoglobinurie, donc le fer est uriné, donc il y a souvent des carences au diagnostic, des douleurs abdominales, des spasmes qui sont responsables de spasmes de l'œsophage et puis des troubles de l'érection qui sont fréquemment retrouvés chez les hommes, quand il y a des thromboses ou quand cette anémie est associée à d'autres anomalies de la numération, baisse des plaquettes, baisse des globules C'est nos blancs. parleurs, ça. Et puis, il y a certaines situations très particulières où il y a des caillots dans des sites atypiques, en particulier les veines du foie et de l'abdomen, ou les thromboses cérébrales, ou des veines de la peau, qui sont des formes très rares de thrombose et qui sont très fortement associées au diagnostic d'HPN. Dans 99,9% des cas, ces patients ont des signes d'hémolyse associés. Baisse de l'hémoglobine ou une baisse des plaquettes ou une baisse des neutrophiles. Il y a une étude qui a été publiée récemment, quand on prend toutes les thrombophlébite cérébrales, si on fait un clone HPN à tout le monde, en fait, il n'y en a quasiment pas. Donc, c'est vraiment l'association thrombose avec des anomalies de l'hémogramme. Voilà. Et puis, on refait aussi une recherche de clone HPN quand on a des anomalies inexpliquées de l'hémogramme, donc de façon systématique chez les patients qui ont une aplasie médulaire, on l'a vu avant. Parfois, quand il y a une anémie ou une macrocytose isolée, si on n'a pas d'autres diagnostics, ça peut permettre le diagnostic. Comment on recherche l'HPN? Donc, on recherche l'HPN par un test de cytométrie de flux sur les cellules du sang. C'est très important parce qu'il ne faut pas le faire sur les autres tissus, pas sur la moelle, pas sur la peau. On ne le fait que sur le sang, donc c'est très simple, 2 tubes de sang. Et on utilise ce qu'on appelle un cytomètre de flux, qui est en fait une machine qui permet d'analyser l'expression des protéines à la surface, voire même dans les cellules, et de regarder cette expression. Et on colore chaque protéine, et ça nous permet de quantifier l'expression de la protéine sur les cellules. Et donc, on va faire ça dans l'HPN pour rechercher ces protéines qui s'expriment et qui ne s'expriment pas sur différents types de cellules du sang. On n'utilise pas les globules rouges de façon courante parce que, comme il y a une hémolyse, ça sous-évalue la taille du clone puisqu'elles sont détruites. On utilise les polynucléaires et les monocytes, donc qui sont deux lignées de globules blancs, et on regarde l'expression de ces différentes protéines dont on sait qu'elles sont perdues chez les patients qui ont un HPN. Et ensuite, en fonction de la proportion de cellules qui n'expriment pas ces protéines, on va déterminer la taille du clone. Donc, quand on a 95% des cellules qui n'expriment pas ces protéines, on va dire qu'il y a un clone à 95% sur les polynucléaires, avec parfois une petite discordance, voire parfois une discordance importante entre les lignées, ce n'est pas important. Voilà, donc ça permet de donner la taille du clone. C'est important parce que la majorité des patients qui ont un clone inférieur à 50% ne vont pas être si symptomatiques, même j'ai dit la majorité, ce n'est pas tous, il y a des exceptions. Et au-delà de 50%, il y a beaucoup plus de patients qui vont être symptomatiques. Donc, c'est important de suivre la taille du clone parce que plus il augmente, plus il y a des risques d'avoir des symptômes, une hémolyse ou une thrombose. Et donc, c'est pour ça qu'on suit la taille du clone chez nos patients. Alors, il y a un dernier point qui est important, c'est de dire qui a une HPN. Est-ce que quand on a un clone à 1%, à 10%, à 50%, on a une HPN? Alors, il n'y a pas de définition consensuelle pour dire au-delà de tant de pourcents, vous avez une HPN. Globalement, le plus souvent, on dit que les patients ont une HPN quand ils sont symptomatiques.
la majorité des autres patients chez qui on suit le clone, c'est qu'ils ont une aplasie associée, donc on parle d'aplasie HPN. Et puis, le jour où ils ont besoin d'un traitement, où ils sont symptomatiques parce qu'ils ont une hémolyse, parce qu'ils ont, alors là, on parle, ou qu'ils ont besoin d'un traitement, là, on parle d'HPN, mais il n'y a pas de définition consensuelle par rapport à la taille de ce clone.